Sur le point de leur annoncer que je venais de toucher un héritage de 3 500 000 €, j'ai surpris une conversation effroyable entre mon fils et ma belle-fille. Elle n'est qu'un portefeuille sur pattes pour nous. Je suis certaine qu'elle a plus d'argent qu'elle ne le prétend. Le choc m'a pétrifiée. Mais dès le lendemain, j'ai pris une décision que je ne regrette pas. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon récit jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Hélène et j'ai 62 ans. Voici comment j'ai découvert que pour ma seule et unique famille, je n'étais rien de plus qu'un moyen d'obtenir de l'argent. C'était un jeudi après-midi lorsque Julien, mon fils, m'a téléphoné. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre dernier contact, qui n'avait été qu'un simple SMS me demandant si je pouvais lui avancer 450 € pour une réparation de voiture. J'avais viré la somme sans poser de questions. Je n'en posais jamais. Mais ce jeudi-là, sa voix avait une intonation différente, chaleureuse, presque joyeuse. « Maman, pourquoi ne viendrais-tu pas dîner samedi? Cela fait si longtemps que nous n'avons pas passé un moment ensemble. Sophie va préparer ce poulet que tu aimes tant. » Cette invitation m'a prise au dépourvu. Sophie, ma belle-fille, ne cuisinait jamais lors de mes visites. D'habitude, il commandait à emporter ou s'attendait à ce que j'apporte quelque chose. Mais cette proposition a suscité en moi une émotion inattendue. J'ai ressenti ce pincement absurde au cœur, comme si j'étais redevenue une jeune mère recevant un dessin de son enfant à la maternelle. « Bien sûr, mon chéri, je serai là, » ai-je répondu, en essayant de ne pas paraître trop empressée. Ce que Julien ignorait, ce que personne ne savait encore, c'est que 3 jours plus tôt, j'avais reçu l'appel du notaire de ma tante Madeleine. Tante Madeleine s'était éteinte à 93 ans, seule dans une maison de retraite sur la Côte d'Azur. Nous n'avions jamais été proches. En réalité, je l'avais à peine vue une demi-douzaine de fois dans ma vie. Mais j'étais apparemment sa seule parente encore en vie, digne d'être mentionnée dans son testament. 3 500 000 €. Lorsque le notaire a annoncé le montant, j'ai cru avoir mal entendu. Je lui ai demandé de répéter 2 fois. 3 100 000 €, Madame Lefebvre. Après impôt, bien sûr, ce sera un peu moins. Mais votre tante a été très claire dans ses instructions. Tout est pour vous. J'ai passé les jours suivants dans une sorte de brouillard. 3,5 millions. Moi, qui avais travaillé comme secrétaire pendant 30 ans, gagnant à peine de quoi joindre les 2 bouts. Moi, qui m'habillais dans des friperies et découpais des bons de réduction dans les journaux du dimanche. Moi, qui avais économisé chaque sou pour aider Julien à chaque fois qu'il traversait une nouvelle crise. Et maintenant, ceci. J'avais décidé de tout leur annoncer, à Julien et Sophie, pendant le dîner de samedi. J'avais répété mon discours dans ma tête des dizaines de fois. Je projetais de donner immédiatement 90 000 € à Julien. Après tout, c'était mon fils. Il avait traversé des périodes difficiles. Sophie ne travaillait pas, et le salaire de Julien dans l'entreprise de logistique couvrait à peine leurs dépenses. Du moins, c'est ce qu'il m'avait dit. Le samedi, je suis arrivée avec un quart d'heure d'avance. J'étais toujours en avance. Une habitude de toute une vie, ce besoin de ne jamais déranger, d'être prête avant même qu'on ait besoin de moi. J'ai garé ma vieille Twingo devant leur maison, cette jolie maison à 2 étages dans un quartier tranquille de Versailles, que j'avais aidé à financer avec un apport de 18 000 €. J'ai pris mon sac, l'enveloppe contenant les documents du notaire soigneusement pliée au fond. Mes mains tremblaient, légèrement. L'émotion, pensais-je, le bon stress. J'allais changer la vie de mon fils. Je pourrais enfin être la mère que j'avais toujours voulu être, celle qui résout les problèmes au lieu d'en être un. Je me suis avancée dans l'allée. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai entendu des voix à l'intérieur. Julien et Sophie. Ils parlaient haut la fort, presque en criant. Mais ils ne semblaient pas ne pas se disputer. Ils semblaient pas me rire. J'ai levé la main pour sonner, mais quelque chose m'a arrêtée. La voix de Sophie a traversé la porte comme une lame. « Ta mère est tellement pathétique, Jus. Sérieusement, toujours à jouer la pauvre. Mais je suis sûre qu'elle a plus d'argent de côté.
Personne ne vit aussi misérablement par choix. Ma main est restée figée en l'air. « Laisse-la tranquille. Il suffit juste de la pousser un peu plus, » a répondu la voix de Julien. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Tu sais comment elle est. Elle finit toujours par céder. Je lui dis qu'on a une urgence. Je prends un air inquiet. Et voilà. Encore 450 €. Encore 900 €. C'est facile. Elle est comme un ticket de loto, non? Il faut juste gratter au bon endroit. Ils ont ri tous les deux. Ce rire aigu, moqueur. Le rire de deux personnes qui se croient des plus intelligentes que tout le monde. Mes jambes ne répondaient pour ne sais plus. Je suis restée là, devant cette porte entr'ouverte, tenant mon sac avec les documents qui allaient leur offrir 90 000 €. L'air m'a manqué d'un seul coup. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds, comme si j'étais sur un bateau en pleine tempête. Sophie a continué. En plus, quand elle mourra, tout ce qu'elle a sera à nous de toute façon. Il faut juste attendre. Et, en attendant, continuer à lui soutirer ce qu'on peut. Mon Dieu, Julien, ta mère est si facile à manipuler que ça en devient gênant. Julien ne l'a pas contredite. Il ne m'a pas défendue. Il n'a pas dit « Hé, c'est ma mère, ne parle pas d'elle comme ça !» Il a simplement ri plus fort. J'ai reculé. Un pas, deux. Mes chaussures ont fait un bruit sourd sur le béton. Mais ils ne l'ont pas entendu. Ils continuaient de parler, de planifier, de se moquer de moi, de la facilité avec laquelle ils me soutirèrent de l'argent, de mon côté pathétique. Je suis retournée à ma voiture sans un bruit. Je ne sais pas comment j'ai réussi à marcher. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de pouvoir ouvrir la portière. Je me suis assise sur le siège conducteur, j'ai fermé la porte doucement et je suis restée là, immobile, à regarder cette maison que j'avais aidé à acheter, où vivaient des gens qui me voyaient comme un distributeur de billets. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. « Tu arrives, maman ?»« Maman ?» Sophie termine la cuisson. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Ce n'étaient pas encore des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de choc, d'incrédulité, comme lorsqu'on se cogne si fort que la douleur n'arrive pas tout de suite. Juste cette sensation d'engourdissement qui vous dit que quelque chose de terrible vient de se produire. J'ai démarré la voiture et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas répondu au message. Ce soir-là, assise sur mon petit canapé d'occasion, un verre de vin bon marché tremblant dans ma main, j'ai réalisé quelque chose. Pendant des années, des décennies, j'avais justifié chaque affront, chaque appel, qui ne venait que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, chaque promesse non tenue. Je m'étais convaincue que Julien était occupé, que Sophie était difficile, mais pas méchante, que les familles traversaient des phases compliquées. Mais la vérité était bien plus simple et bien plus douloureuse. Je n'étais pas leur mère. J'étais leur ticket de loto. Et ils venaient de perdre le gros lot, sans même le savoir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée, fixant le plafond de mon appartement, écoutant le bourdonnement du vieux réfrigérateur dans la cuisine. Mon esprit ne cessait de rejouer cette conversation. Les mots se répétaient en boucle comme un disque rayé. Ticket de loto, oh, pathétique, facile à manipuler. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que je n'aurais pas dû être surprise. Les signes avaient toujours été là. J'avais simplement refusé de les voir. Julien avait 7 ans quand son père, Alain, nous a quittés. Un matin de mars, il n'est simplement pas rentré du travail. Pas de dispute, pas d'avertissement, juste un mot sur la table de la cuisine qui disait « Je ne peux plus continuer. Désolé. » Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles. Pas un appel, pas une carte d'anniversaire pour Julien. Rien. Je me souviens de Julien pleurant ce soir-là, me demandant encore et encore où était papa, quand il reviendrait. Je lui ai menti. Je lui ai dit que papa avait dû partir travailler très loin, mais qu'il nous aimait. J'ai continué à lui mentir pendant des mois, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour comprendre que certaines personnes s'en vont et ne reviennent jamais. À partir de ce jour, j'ai juré que Julien ne se sentirait jamais abandonné, qu'il aurait toujours quelqu'un, que je suffirais pour nous deux.
J'ai fait des doubles journées au cabinet du docteur Fournier pendant des années. J'arrivais à 6 heures du matin et je partais à 20 heures. Le week-end, je faisais des ménages pour gagner un peu plus. Julien portait des uniformes scolaires d'occasion, mais ils étaient toujours propres et repassés. Nous mangions du riz et des haricots 4 fois par semaine, mais il n'est jamais allé se coucher le ventre vide. Quand Julien est entré au collège, il a commencé à changer. Il avait honte de moi, de mes vêtements bon marché, de ma vieille voiture, de notre petit appartement dans le mauvais quartier de la ville. Ses amis avaient faux des parents avec de bons emplois, de grandes maisons, des voitures neuves. Et lui avait une mère qui travaillait comme secrétaire et sentait les produits d'entretien le week-end. Je me souviens d'une fois, il avait 14 ans, quand je suis venue le chercher après un match de football. Je me suis garée devant le collège et j'ai klaxonné. Julien est sorti avec ses amis. Il m'a vue et son visage s'est décomposé. La honte pure. Il a marché vers la voiture en traînant les pieds. Il est entré sans un mot et quand j'ai démarré, il a murmuré « Tu peux éviter de venir me chercher devant tout le monde la prochaine fois ?» Ces mots m'ont fait plus mal que n'importe quel coup physique. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et ravalé mes larmes jusqu'à la maison. Quand Julien a rencontré Sophie, j'ai voulu croire qu'elle le rendrait heureux. Il avait 25 ans et travaillait dans une entreprise de logistique. Sophie en avait 23, venait d'une famille aisée et avait fait ses études dans une grande école privée. La première fois que je l'ai rencontrée, elle portait un sac à main qui coûtait probablement plus que mes 2 mois de loyer. Elle est venue une seule fois dans mon appartement. Elle a regardé autour d'elle avec cette expression que les gens riches ont lorsqu'ils visitent des endroits pauvres. Ce mélange de curiosité et de dégoût à peine dissimulé. Elle s'est assise sur le bord du canapé comme si elle avait peur d'attraper quelque chose. Quand je lui ai offert un café, elle a dit qu'elle ne buvait pas de caféine après 15 heures, comme si j'étais censée le savoir. Après cette visite, Julien a suggéré que nous nous voyions au restaurant ou chez eux. Sophie n'est plus jamais revenue chez moi. Le mariage fut un cirque. Sophie voulait tout. Grand, élégant, parfait. Sa famille a payé la plus grande partie, mais quand Julien m'a demandé de l'aide, je n'ai pas pu refuser. J'avais 4 000 € d'économie. C'était tout ce que j'avais après 30 ans de travail. Je lui ai tout donné pour aider à payer la réception. On ne m'a pas placée à la table d'honneur. On m'a mise à une table au fond, avec des cousins éloignés que je ne connaissais pas. Sophie ne m'a même pas demandé mon avis sur la robe ou les fleurs. J'étais juste la mère du marié, une figure nécessaire, mais pas importante. Pendant le discours, Julien a parlé de Sophie, de leur amour, de leur avenir. Il a mentionné ses beaux-parents, les remerciant de l'accueillir dans leur famille. Il ne m'a mentionné que dans une seule phrase à la fin. Et merci à ma mère aussi. Aussi, comme si j'étais une pensée après coup. Ce soir-là, je suis rentrée seule à mon appartement et je me suis assise dans le noir. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais échoué en tant que mère, si d'une manière ou d'une autre, sans m'en rendre compte, j'avais élevé un fils qui ne me voyait pas comme une personne, mais comme une ressource. Mais ensuite, je me suis convaincue que j'étais juste trop sensible, que Julien était heureux et amoureux, que les choses s'amélioreraient avec le temps. Elles ne se sont pas améliorées. 6 mois après le mariage, Julien a appelé. Ils avaient besoin d'aide pour l'apport d'une maison. Ils avaient trouvé l'endroit parfait, mais il leur manquait 18 000 €. La banque ne leur accordait pas un prêt plus important. Je n'avais pas 18 000 €. Je venais de dépenser mes économies pour leur mariage. Mais Julien semblait désespéré. « Hélène, s'il te plaît », a-t-il dit, en utilisant mon prénom au lieu de « maman », comme si nous négocions un contrat commercial. « Si nous n'obtenons pas cette maison, Sophie va être anéantie. C'est la maison de ses rêves. » J'ai contracté un prêt personnel à un taux d'intérêt horrible. J'ai signé des papiers que je comprenais à peine et je lui ai donné les 18 000 €. Il a promis de me rembourser. On a juste besoin de quelques mois pour se stabiliser, a-t-il dit. Je te le jure, maman. 8 ans ont passé. Je n'ai jamais revu un centime. Après la maison, il y a eu la voiture.
Sophie avait besoin d'une nouvelle voiture pour aller à la salle de sport et à ses cours de yoga. 4 500 € pour la compte, puis les meubles, 2 800 €, puis une urgence médicale qui s'est avérée ne pas être si urgente, 1 800 €, puis la formation de Julien qu'il n'a jamais terminée, 3 500 €. Chaque fois qu'il demandait, je donnais. Et chaque fois que je donnais, il me promettait que ce serait la dernière fois, que les choses allaient s'améliorer, qu'il me rembourserait. Les visites se sont espacées. Noël, les grandes fêtes, s'il n'avait pas d'autres projets. Mon anniversaire était un SMS. La fête des mères, si j'avais de la chance, un appel de 2 minutes. Mais chaque fois qu'ils avaient un besoin, j'étais là. Disponible, fiable, facile. Assise sur mon canapé ce soir-là, les documents de l'héritage toujours dans mon sac, j'ai pensé à mon petit-fils, Léo. Il avait 5 ans, et je le connaissais à peine. Sophie avait toujours des excuses. Il est malade. Nous sommes occupés. Peut-être la semaine prochaine. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à son anniversaire, 3 mois plus tôt. J'avais apporté un cadeau acheté dans un magasin de déstockage, un camion de pompiers, en plastique. Léo l'a ouvert, l'a regardé une seconde, et l'a mis de côté. Sophie a marmonné quelque chose sur le fait qu'il avait déjà trop de jouets. Personne ne m'a offert une part de gâteau jusqu'à ce qu'il soit presque fini. Je me suis assise seule dans un coin pendant que tout le monde prenait des photos et riait. Je suis partie après 1 heure. Personne n'a remarqué mon départ. Maintenant, en regardant les ombres sur le plafond de mon appartement, j'ai réalisé quelque chose que je niais depuis des années. Julien n'était pas devenu distant et froid. Il l'avait toujours été. Je m'étais simplement refusée à le voir, car accepter cette vérité signifiait accepter que j'avais échoué dans la seule chose qui m'importait vraiment, être une bonne mère. Mais peut-être que le problème n'avait jamais été moi. Peut-être que j'avais tout donné à quelqu'un qui n'avait jamais appris à l'apprécier. Mon téléphone a vibré sur la table. Un autre message de Julien. « Maman, ça va? Pourquoi tu n'es pas venue? Sophie avait fait ton plat préféré. » Le mensonge était si naturel pour lui, si facile. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris l'enveloppe avec les documents de l'héritage et je l'ai tenue dans mes mains. 3,5 millions d'euros. Une somme qui pourrait changer la vie de n'importe qui. Mais en regardant cette enveloppe, j'ai su avec une certitude absolue que Julien et Sophie ne verraient jamais un centime de cet argent. Non par vengeance, non par colère. Simplement parce que je n'étais plus la femme qui offrait des morceaux d'elle-même à des gens qui ne faisaient pas que prendre sans jamais rien donner en retour. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Les 3 jours suivants furent étranges. Julien m'a appelé 7 fois. Il a laissé 4 messages vocaux. Chacun semblait plus inquiet que le précédent. Mais je connaissais la vérité. Il n'était pas inquiet pour moi. Il était inquiet parce que son distributeur de billets avait cessé de fonctionner. J'ai finalement répondu le mardi après-midi. J'ai gardé ma voix calme, neutre. « Bonjour Julien. »« Maman, où étais-tu? On était mort d'inquiétude. Sophie pensait que tu avais peut-être eu un accident. » « Bien sûr, pensai-je. J'ai menti doucement, comme il m'avait menti tant de fois. Je ne me sentais pas bien. Je crois que j'ai mal digéré quelque chose. Je suis rentrée me reposer. Il y eut une pause. Et tu ne pouvais pas répondre au téléphone? Je dormais, Julien. Une autre pause, plus longue. Ah, eh bien, je suis content que tu ailles bien. Sophie était déçue pour le repas gâché. Bien sûr, le repas gâché. C'était ça, le problème. Écoute, maman, tant que je t'ai au téléphone... Son ton a changé. Il est devenu plus doux, plus mielleux. Ce ton qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. On a une petite situation ici. Rien de grave, mais on aurait besoin d'un coup de main. Voilà. Il n'avait même pas fallu 1 minute de conversation pour en arriver à ce qui comptait vraiment. Quelle sorte de situation? Ai-je demandé, gardant ma voix calme. C'est la voiture de Sophie. Elle est tombée en panne et le garagiste dit qu'il faut changer la boîte de vitesse. Ça coûte environ 3 200 €. Tu sais comment sont ces mécanos. Ils te font payer même pour respirer près de la voiture.
J'ai serré le téléphone plus fort. 3200 €. Julien a continué. On pourrait attendre le mois prochain quand je recevrai ma prime. Mais Sophie a besoin de la voiture pour emmener Léo à ses activités. On ne peut pas le laisser sans transport, tu comprends? Il y avait toujours une raison, toujours une urgence, et toujours un enfant impliqué pour me faire sentir coupable. J'ai pris une profonde inspiration. Julien, je n'ai pas cette somme en ce moment. Silence. Le genre de silence qui pèse, chargé de jugement. Comment ça, tu n'as pas ça? Sa voix s'est légèrement tendue. Maman, tu as toujours quelque chose de côté. Non, cette fois, j'ai eu des dépenses imprévues. Mon réfrigérateur est tombé en panne. J'ai dû le remplacer. Ça a coûté cher. Un autre mensonge. Mon réfrigérateur fonctionnait parfaitement. Mais j'avais besoin de voir ce qui se passerait quand la source d'argent se tarirait. Julien a expiré avec frustration. Sérieusement, juste maintenant. Écoute, maman, je sais que tu es parfois prudente avec l'argent, mais c'est important. C'est pour ton petit-fils. Voilà, la carte Léo. Comme si j'étais si égoïste que je refuserais quelque chose qui profiterait à l'enfant. Je suis désolée, Julien, mais je ne peux vraiment pas aider cette fois. Le silence qui a suivi était glacial. D'accord, a-t-il finalement dit, sa voix plate et froide. Je comprends. Je suppose qu'on va devoir se débrouiller seul, comme toujours. Comme toujours. Comme si je ne leur avais pas donné des dizaines de milliers d'euros au fil des ans. Il a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone toujours à la main, ressentant un étrange mélange de soulagement et de douleur. Soulagement parce que j'avais dit non. Douleur parce que même maintenant, même en sachant ce qu'il pensait de moi, une partie de moi voulait céder, voulait être la mère qui résout leurs problèmes. Mais je ne pouvais plus continuer à faire ça. 4 jours plus tard, un samedi après-midi, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Je n'attendais jamais personne. J'ai ouvert et c'était Sophie, avec Léo par la main. « Bonjour, Hélène », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai pensé amener Léo passer un peu de temps avec sa grand-mère. Ça fait si longtemps qu'il ne t'a pas vu. Mon cœur s'est serré en voyant mon petit-fils. Il portait un t-shirt de super-héros et ses petites baskets s'illuminaient. Il m'a regardé avec ses grands yeux curieux qui me rappelaient un Julien quand il était petit, avant que tout ne se complique. « Bonjour Léo », ai-je dit doucement, en m'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu veux entrer ?» Il a hoché la tête timidement et est entré, tenant la main de sa mère. Sophie l'a suivi, inspectant mon petit appartement avec cette expression que je connaissais bien. Le jugement déguisé en curiosité. « Excuse le désordre », ai-je dit, bien qu'il n'y en ait pas. Mon appartement était toujours impeccable. « Ne t'inquiète pas !» Sophie s'est assise sur le canapé en croisant les jambes. Léo est resté debout à côté d'elle, hésitant. « Écoute, Hélène, je voulais m'excuser pour l'autre jour. Julien était stressé. Il n'aurait pas dû te mettre la pression comme ça. » Les mots sonnaient répétés, faux. « Ce n'est pas grave, » ai-je répondu. « Vous avez réglé le problème de la voiture ?»« Ah oui, on a dû emprunter à mon père encore une fois. On déteste faire ça, tu sais. Il nous fait toujours sentir comme si nous étions un fardeau. » Elle a laissé ces mots flotter dans l'air, attendant que je morde à l'hameçon, attendant que je me sente coupable de les avoir forcés à se tourner vers quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas fait. « Je suis contente que vous ayez trouvé une solution, » ai-je simplement dit, avant de me tourner vers Léo. « Tu veux du lait et des biscuits, mon trésor ?» Les yeux de Léo se sont illuminés. « Oui, s'il te plaît. » Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé une petite assiette avec les biscuits que je gardais toujours pour les rares occasions où il venait. Quand je suis revenue, Sophie était sur son téléphone, prêtant à peine attention à l'enfant. Léo a pris les biscuits avec un sourire timide. « Merci, mamie. » Ce « mamie » m'a transpercé le cœur. Cet enfant n'était coupable de rien. Il était innocent dans tout ce désastre. Nous avons passé l'heure suivante à jouer avec quelques vieux jouets que j'avais gardés, des cubes de construction, un puzzle. Léo riait et parlait, et pendant un instant,
J'ai pu tout oublier. Sophie s'est levée soudainement. « Oh mon Dieu! Je viens de me rappeler que je dois aller chercher quelque chose au magasin avant qu'il ne ferme. Hélène, ça te dérange de garder Léo quelques heures? Je te le ramène avant le dîner. » Elle n'a pas attendu ma réponse, mais ses yeux disaient que ce n'était pas vraiment une question. « Bien sûr, » ai-je dit, car refuser aurait signifié punir Léo, pas elle. « Parfait, merci. Tu es un ange. » Elle s'est penchée et a déposé un baiser rapide sur la tête de Léo, sans vraiment le regarder. « Sois sage avec mamie, chérie. » Et elle est partie. Léo et moi avons passé le reste de l'après-midi ensemble. Je lui ai lu des histoires. Nous avons dessiné avec de vieux crayons de couleur. Il m'a parlé de l'école, de ses amis, de sa maîtresse. Il était doux et curieux, et il n'avait aucune idée que sa mère l'utilisait comme un outil de manipulation. Sophie est revenue 5 heures plus tard. Elle ne s'est même pas excusée pour le retard. Elle est entrée comme si de rien n'était, avec un seul petit sac de courses. « Prêt à partir, Léo? Dis merci à ta grand-mère. »« Merci, mamie, » a dit Léo en me serrant dans ses bras. C'était amusant. « Viens me voir bientôt, » lui ai-je murmuré, même si je savais que cela dépendait entièrement de Sophie et Julien. Alors qu'ils partaient, Sophie s'est arrêtée à la porte. « Au fait, Hélène, je voulais juste dire que si tu changes d'avis pour nous aider, on a toujours besoin de soutien. Je sais que tu as eu des frais, mais si tu trouves un peu d'argent en plus, on l'apprécierait vraiment. » Elle n'a pas haussé le ton. Elle n'a pas été agressive. C'était pire que ça. C'était désinvolte, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de me demander de l'argent après avoir laissé son fils avec moi pendant des heures, sans prévenir. Je verrai ce que je peux faire. J'ai menti. Super. Sophie a souri. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. J'ai fermé la porte derrière eux et je me suis appuyée contre elle. Ils avaient utilisé Léo. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. L'amener ici, me laisser passer du temps avec lui, me rappeler ce que je perdrais si je ne coopérais pas. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, j'ai de nouveau regardé les documents de l'héritage que j'avais rangés dans le tiroir de ma table de chevet. 3,5 millions d'euros. Julien et Sophie n'avaient aucune idée de l'existence de cet argent. Et à ce moment-là, j'ai décidé qu'ils ne le sauraient jamais. Parce que s'ils le savaient, s'ils découvraient que j'avais accès à une telle somme, ils ne s'arrêteraient pas. Ils me videraient jusqu'au dernier centime, puis me laisseraient sans rien, exactement comme ils l'avaient toujours prévu. Je n'étais plus leur ticket de loto. J'avais gagné le gros lot, et cette fois, j'allais le garder. 2 semaines de silence pesant se sont écoulées. Julien n'a pas appelé. Sophie n'est pas apparue avec Léo. C'était comme s'ils avaient décidé de me punir par leur absence, sans se rendre compte que pour la première fois depuis des années, ce silence ressemblait à un soulagement. J'ai utilisé ce temps pour réfléchir, pour planifier. J'ai appelé le notaire de tante Madeleine 3 fois, posant des questions sur la manière de gérer l'héritage pour que personne d'autre ne puisse y accéder. Il a été patient avec moi, m'expliquant les options de fiducie, de comptes séparés, d'investissements protégés. Je lui ai aussi parlé de créer un fonds d'études pour Léo, quelque chose que Julien et Sophie ne pourraient pas toucher, mais qui serait là quand mon petit-fils aurait 18 ans. Du vrai argent pour son avenir, pas pour les caprices de ses parents. Le notaire a approuvé l'idée. C'est une décision très sage, Madame Lefebvre, de protéger l'enfant tout en vous protégeant vous-même. Pendant ce temps, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à faire des recherches sur mon propre fils. Cela semblait horrible, pathétique même. Mais j'avais besoin de connaître la vérité. J'avais besoin de savoir si cette conversation que j'avais entendue n'était qu'un moment de frustration, ou si c'était vraiment ainsi qu'il me voyait. J'ai créé un faux compte sur les réseaux sociaux. Je me sentais ridicule en le faisant. Une femme de 62 ans, espionnant son fils sur Internet comme une adolescente jalouse. Mais j'ai trouvé des choses qui m'ont brisé le cœur d'une manière que je ne croyais pas possible. Des photos de Julien et Sophie dans des restaurants chics, des publications sur des week-ends à la mer, Sophie exhibant de nouveaux sacs
des chaussures de créateur, des bouteilles de vin coûteux. Julien se vantant d'une montre que j'ai reconnue parce qu'il m'avait demandé 1400 € ce même mois pour une prétendue réparation de toiture. Il n'y avait pas d'urgence de toiture. Il y avait juste une nouvelle montre. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé des conversations publiques entre Sophie et ses amies. Une en particulier m'a glacé le sang. Une amie avait commenté « Ce sac est magnifique. Où l'as-tu acheté ?» La réponse de Sophie : « Un cadeau de Noël en avance de ma belle-mère. Elle est si généreuse. Je ne lui avais jamais offert ce sac. Je ne savais même pas qu'il existait. Mais elle utilisait mon argent, l'argent que j'avais donné à Julien pour des urgences, pour s'acheter du luxe, et ensuite mentir sur son origine. Il m'utilisait, pas seulement financièrement, il m'utilisait comme excuse, comme alibi, comme la source invisible de tout ce qu'il possédait. La rage que j'ai ressentie n'était pas chaude, elle était froide, calculée, le genre de rage qui ne vous fait pas crier, mais qui vous fait planifier. Puis, un vendredi soir, Julien a finalement appelé. Sa voix était différente, tendue, presque désespérée. « Maman, il faut que je te parle. Je peux passer demain ?»« Bien sûr, » ai-je répondu, en gardant mon ton neutre. Il est arrivé à 10 h le samedi matin. Sophie n'était pas avec lui. Léo non plus. Juste Julien, avec des cernes sous les yeux et les mains agitées. Il est entré dans mon appartement et s'est assis sur le canapé sans y être invité. « Maman, on a un grave problème. » Je me suis assise en face de lui, attendant. Je connaissais déjà ce scénario. J'ai perdu mon travail. J'ai cligné des yeux. Ça, c'était nouveau. Que s'est-il passé ? Décompression de personnel. Julien s'est passé les mains dans les cheveux. Ils ont supprimé tout mon service. J'ai une indemnité, mais ce n'est pas suffisant. Et Sophie est enceinte. Enceinte ? La surprise dans ma voix était sincère. Oui, de 3 mois. On ne voulait rien dire encore, mais avec cette histoire de travail, tout s'est compliqué. Julien m'a regardé droit dans les yeux, et pendant un instant, j'ai vu l'enfant qu'il avait été, effrayé, vulnérable. « Maman, on va perdre la maison. On a besoin de 45 000 € pour rattraper les paiements, sinon la banque va saisir. 45 000 €, oh, j'ai senti quelque chose bouger en moi, ce vieux besoin de le protéger, de le sauver, d'être la mère qui résout tout. Mais ensuite, je me suis souvenu des photos du restaurant de la semaine dernière. La montre, les mensonges. « Julien, je n'ai pas 45 000 €. Son expression a changé. La vulnérabilité a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. « Maman, je sais que tu as des économies. Tu as toujours été prudente avec l'argent. J'ai utilisé mes économies pour vous aider pendant des années, » ai-je répondu calmement. « Il ne reste rien. Ce n'est pas possible. Tu as travaillé toute ta vie. Tu dois avoir quelque chose de côté. J'ai exactement 2100 € sur mon compte épargne. Tu peux aller vérifier si tu veux. » Le chiffre était réel. C'était tout ce que je m'étais permis de garder après des années à tout leur donner. L'héritage était sur des comptes entièrement séparés, invisibles pour quiconque vérifierait mes finances normales. Julien s'est frotté le visage avec ses 2 mains. « Je n'arrive pas à y croire. Juste au moment où on a le plus besoin de toi, tu n'es pas là pour nous. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. « Je ne suis pas là pour vous ?» ai-je répété lentement. « Julien, je vous ai donné plus de 90 000 € au cours des 8 dernières années. J'ai payé l'apport de votre maison, la voiture de Sophie, d'innombrables urgences. C'était des investissements dans notre famille, » a-t-il dit rapidement. « Dans ton petit-fils. Des investissements ?» Ma voix a légèrement monté. « La montre à 1400 € que tu portes au poignet, c'était un investissement ?» Julien a instinctivement baissé la main, couvrant la montre. « Ça, c'est différent. Et les restaurants, les voyages, le sac à 2800 € de Sophie. » Son visage est devenu rouge. « Tu nous espionnes ?»« Je prête attention, » ai-je répondu. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. »« Maman, tu ne comprends pas. On doit maintenir une certaine apparence. Tu ne peux pas comprendre la pression. » Je me suis levée lentement. « Oh,
Je comprends parfaitement la pression. Je comprends la pression de faire des doubles journées pour que tu puisses avoir des uniformes propres. Je comprends la pression de sauter des repas pour que tu n'aies pas faim. Je comprends la pression de n'avoir rien pour moi, parce que tout ce que je gagnais allait pour toi. Le silence a rempli mon petit appartement. Julien s'est levé aussi. Sa mâchoire était crispée. « Alors quoi? Tu vas nous laisser perdre notre maison? Tu vas laisser ton petit-fils grandir dans la rue ?» Voilà la manipulation, le chantage émotionnel. Léo comme bouclier. « Julien, » ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. « Si vous êtes vraiment sur le point de perdre la maison, vous devriez parler à un conseiller financier, vendre les choses dont vous n'avez pas besoin, ajuster votre style de vie. Mais je ne serai plus votre plan de secours pendant que vous vivez au-dessus de vos moyens. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. » Sa voix s'est brisée. Pas de tristesse, mais de rage. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, qu'avez-vous fait pour moi ?» La question est sortie avant que je ne puisse la retenir. « Dites-moi, Julien, qu'avez-vous fait pour moi? On t'a donné un petit-fils, on t'a incluse dans nos vies. Vous m'avez utilisé comme un distributeur de billets. » L'ai-je corrigé? Il y a une différence. Julien a attrapé sa veste sur le dossier du canapé. Tu vas le regretter. Quand Sophie et moi aurons tout perdu, quand Léo souffrira, ce sera de ta faute. Si Léo souffre, ai-je dit, ce sera parce que ses parents ont pris de mauvaises décisions, pas parce que sa grand-mère a refusé de financer ses décisions. Il est sorti en claquant la porte. Je suis restée debout, au milieu de mon salon, tremblante. Pas de peur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait étrangement à la liberté. Mon téléphone a sonné 2 heures plus tard. C'était Sophie. « Hélène, il faut qu'on parle. » Sa voix était froide, contrôlée. « Je ne sais pas ce que tu as dit à Julien, mais il est anéanti. Comment peux-tu faire ça à ton propre fils ? » « Je ne lui fais rien, Sophie. Je lui ai juste dit la vérité. La vérité, c'est que tu es une égoïste. Tu l'as toujours été. Julien m'a raconté comment vous avez grandi. Toujours à te plaindre de la difficulté. Toujours à le faire se sentir coupable d'exister. Mes doigts ont serré le téléphone si fort que mes articulations me faisaient pas mal. Ce n'est pas vrai. Si. Sophie a laissé échapper un rire amer. Écoute, je me fiche de ton histoire de misère. Ce qui compte, c'est que maintenant nous avons une famille à entretenir. Et tu as des ressources que tu refuses de partager. Des ressources. Quelles ressources, Sophie? Ne fais pas l'idiote. Je sais que tu as de l'argent caché quelque part. Les gens comme toi en ont toujours. Les gens comme moi, ai-je répété. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les gens qui vivent comme des mendiants, mais qui ont toujours assez. Les gens qui gardent chaque centime pendant que leur famille souffre. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Ou peut-être s'est-il réparé. C'est difficile à dire. Sophie, écoute-moi très attentivement, ai-je dit, ma voix plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je ne vous dois rien, ni à toi, ni à Julien. Je vous ai donné des années de ma vie, et plus d'argent que je ne pourrai jamais récupérer. Et si vous avez des problèmes financiers, vous devez les résoudre vous-même. Tu sais quoi? Tu as raison. Sa voix est devenue douce, dangereuse. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Mais tu n'as pas besoin de voir Léo non plus. J'espère que tu as apprécié ta dernière visite avec ton petit-fils, parce que c'était exactement ça. La dernière. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je me suis assise sur le canapé, le téléphone toujours à la main. Ils avaient joué leur dernière carte, l'accès à Léo, le seul lien réel que j'avais avec eux. Et ça m'a fait mal. Mon Dieu, ça m'a fait si mal. Mais même dans cette douleur, je savais que j'avais fait le bon choix. Parce que si je cédais maintenant, ça ne s'arrêterait jamais. Je serais leur prisonnière pour toujours, enchaînée par l'amour que je ressentais pour un enfant que ses parents utilisaient comme une arme. Cette nuit-là, j'ai appelé le notaire et j'ai finalisé tous les arrangements. Le fonds d'études pour Léo était sécurisé, l'héritage était protégé, mon avenir était protégé.
Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti que je vivais ma propre vie, au lieu d'exister pour la vie de quelqu'un d'autre. Pendant les 3 semaines suivantes, je n'ai eu aucune nouvelle de Julien ou de Sophie. Le silence était assourdissant. Chaque matin, je me réveillais, en espérant un appel, un message, quelque chose. Mais il n'y avait rien. J'essayais de ne pas penser à Léo. J'essayais de ne pas imaginer comment il allait, s'il demandait après moi, si on lui avait même dit quelque chose. Mais la nuit, seule dans mon appartement, la pensée de ne plus jamais le revoir me déchirait d'une manière inattendue. Pourtant, je suis restée ferme, car je savais que si je revenais maintenant, si j'appelais et suppliais, je ne ferais que confirmer ce qu'ils avaient toujours cru, que j'étais faible, manipulable, désespérée pour des miettes de leur attention. Puis, un mardi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Madame Lefebvre ?» La voix était professionnelle, formelle. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Patricia Martel. Je suis agent immobilier. Votre fils Julien m'a donné votre numéro. Il dit que vous pourriez être intéressé pour aider à la vente de sa propriété. » Mon cœur s'est arrêté. Vente. Oui, madame. Je comprends que la famille rencontre des difficultés financières et que la maison sera saisie si des mesures ne sont pas prises immédiatement. Julien a mentionné que vous pourriez être disposé à acheter la propriété pour éviter qu'il ne la perde. Les mots m'ont frappé comme un camion. Non seulement ils mentèrent sur leur situation, mais maintenant, ils utilisaient des tiers pour me mettre la pression. « Madame Martel », ai-je dit prudemment, « je ne suis pas intéressée par l'achat d'une quelconque propriété, et je vous suggère de vérifier les informations que mon fils vous a fournies. » Il y eut une pause gênée. « Oh, je comprends. Eh bien, je suis désolée de vous avoir dérangé. » Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine, les mains tremblantes. Ils étaient allés si loin, si désespérément loin. 2 jours plus tard, Julien est apparu à ma porte. Il n'a pas sonné, il a frappé fort, avec insistance. J'ai ouvert la porte et je l'ai à peine reconnu. Il avait des cernes profonds, des vêtements froissés, les cheveux en désordre. Il sentait l'alcool. « Pourquoi tu as dit non à l'agent immobilier ?» a-t-il exigé, en poussant la porte pour entrer sans y être invité. « Parce que je ne vais pas acheter ta maison, Julien. Tu sais quoi ? J'en ai marre de tes jeux. » Il a légèrement vacillé. « Sophie avait raison sur toi. Tu as toujours été une égoïste. Tout a toujours tourné autour de toi, de tout ce que tu sacrifiais, de la dureté de ton travail. Mais tu n'as jamais rien fait que tu ne voulais pas faire. » Les mots fusaient comme des balles, chacun conçu pour blesser. « Julien, tu as bu. Tu devrais partir. » Je ne partirai pas avant d'avoir dit ce que je suis venu dire. Il s'est effondré sur mon canapé. Pendant des années, je t'ai supporté. Tes plaintes, ton attitude de martyr, ta façon de faire passer tout pour une énorme faveur. Tu sais combien de fois Sophie m'a supplié d'arrêter de te demander de l'argent ? Parce qu'elle avait honte d'avoir une belle-mère aussi radine. Le mensonge était si éhonté que j'ai failli en rire. « Sophie t'a supplié d'arrêter de me demander de l'argent ?» ai-je répété. « La même Sophie qui m'a appelé pour m'en exiger il y a 3 semaines ?» Julien m'a regardé avec des yeux vitreux. « Ne la traite pas de menteuse. Je n'ai pas besoin de la traiter de quoi que ce soit. Ses actions parlent pour elle. » Il s'est levé brusquement, s'approchant de moi. Son haleine empestait le whisky. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu as de l'argent, beaucoup d'argent, et que tu le gardes pour toi pendant que ta propre famille coule. » Mon cœur battait la chamade. Mais j'ai gardé ma voix stable. « Même si j'avais de l'argent, Julien, ce ne serait pas ton argent. Ce serait le mien. Je suis ton fils. » Sa voix s'est brisée entre la rage et quelque chose qui aurait pu être de la douleur. Les mères sont censées s'occuper de leurs enfants. « Et je l'ai fait, » ai-je répondu doucement. « Pendant 33 ans. Mais tu n'es plus un enfant, Julien. Tu es un homme adulte qui doit faire face aux conséquences de ses décisions. »« Conséquences !» Il a répété le mot comme si c'était du poison. « Les seules conséquences ici, c'est que Léo va grandir sans abri parce que sa grand-mère est trop avare pour aider. » Encore une fois,
Léo comme une arme. Léo ira bien, ai-je dit fermement. Parce que même si vous perdez la maison, vous ne finirez pas à la rue. Vous trouverez un appartement plus petit, vous ajusterez votre style de vie et vous apprendrez à vivre selon vos moyens. Comment oses-tu? Julien a fait un pas vers moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la peur envers mon propre fils. Comment oses-tu juger notre façon de vivre? Je ne vous juge pas. Je refuse simplement de financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. La porte s'est ouverte brusquement. Sophie est entrée comme une tornade, Léo agrippé à sa main. L'enfant avait l'air effrayé, confus. « Te voilà !» a-t-elle dit à Julien. Puis elle m'a regardé avec du pur venin dans les yeux. « C'est donc ici que tu te caches pendant que nous perdons tout. »« Je ne me cache pas, Sophie. »« Si !» Elle s'est approchée, crachant pratiquement les mots. « Parce que nous avons appris quelque chose de très intéressant, Hélène. Très intéressant. » Mon estomac s'est noué. Nous avons un ami qui travaille à la banque. Sophie a souri, et c'était le sourire d'un prédateur qui vient d'attraper sa proie. Un ami qui a vu quelque chose de curieux en traitant des documents la semaine dernière. Quelque chose à propos d'un nouveau compte à ton nom. Un compte avec un dépôt assez substantiel. L'air m'a manqué. 3,5 millions d'euros, n'est-ce pas? La voix de Sophie était triomphante. 3,5 millions de putains d'euros pendant que tu nous disais que tu n'avais rien. La pièce tournait. Léo a commencé à pleurer, effrayé par les voix fortes. « Alors tu as menti !» a dit Julien, sa voix pleine d'une rage froide et calculée. « Tu nous as menti pendant que nous te supplions de nous aider. »« Je ne vous ai pas menti, » ai-je dit, luttant pour garder ma voix ferme. « Je vous ai dit que je n'avais pas d'argent disponible pour vous. Et c'est vrai. »« Tu as 3,5 millions !» a crié Sophie, et Léo a pleuré plus fort. « J'ai un héritage que j'ai reçu d'une tante, » l'ai-je corrigé. « Un héritage qui est à moi, pas à vous. »« Nous sommes ta famille, » a sifflé Julien. « Ma famille ?» Le rire qui est sorti de moi était amer. « Ma famille qui me traite de pathétique, qui planifie comment me soutirer de l'argent, qui m'utilise comme un distributeur de billets et me méprise ensuite pour ça. » Sophie a pâli. « Tu nous as entendus ? » ?»« Oui, je vous ai entendu. Je vous ai entendu dire exactement ce que vous pensez de moi. Et vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai été pathétique de vous croire, de continuer à vous donner, alors que tout ce que vous faisiez, c'était prendre. Julien a fait un pas vers moi, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais il s'est arrêté, respirant lourdement. « Tu nous dois ça !» a-t-il grogné. « Après tout ce que nous avons sacrifié, qu'avez-vous sacrifié ?» ai-je explosé, ma voix tremblante. « Qu'avez-vous sacrifié exactement, Julien? Parce que de mon point de vue, c'est moi qui ai tout sacrifié. C'est moi qui ai travaillé jusqu'à l'épuisement. C'est moi qui me suis privée de tout pour que tu puisses sans cesse tout avoir. Tu es une mère horrible, » a craché Sophie. « Léo mérite mieux que toi. » J'ai regardé mon petit-fils pleurant dans les bras de sa mère, et mon cœur s'est brisé. Mais je n'ai pas reculé. « Tu as raison, » ai-je dit doucement. « Léo mérite mieux. Il mérite des parents qui ne l'utilisent pas comme un outil de manipulation. Il mérite de grandir sans apprendre que les gens ne sont que des ressources à exploiter. »« Va au diable, » a dit Julien. « J'en reviens, » ai-je répondu. « Ça s'appelle les 30 dernières années de ma vie. » Sophie a attrapé le bras de Julien. « Allons-nous-en. On ne va pas supplier cette sorcière. » En arrivant à la porte, Julien s'est retourné une dernière fois. « Tu ne reverras plus jamais Léo, je te le promets. » La porte a claqué avec un bruit qui a résonné dans tout mon appartement. Je suis restée là, dans le silence, tremblante, en larmes, mais étrangement sans regret. Car pour la première fois de ma vie, j'avais défendu mon droit d'exister en tant que quelque chose de plus qu'une source de ressources. Et même si cela m'avait tout coûté, je savais que j'avais fait le bon choix. Le prix de la liberté, ai-je découvert, est parfois la solitude. Mais la solitude valait mieux que d'être prisonnière. 18 mois plus tard, je me suis réveillée dans mon nouvel appartement.
le soleil entrant par les fenêtres donnant sur le parc. Il n'était pas grand, mais il était à moi, entièrement à moi, sans dette, sans obligation, sans le poids des attentes des autres, écrasant ma poitrine chaque matin. J'avais appris quelque chose sur l'argent pendant ces 18 mois. Il ne rend pas heureux, mais il vous donne des options. Et les options, ai-je découvert, étaient une forme de liberté que je n'avais jamais connue. J'avais déménagé 3 mois après cette dernière confrontation. J'avais quitté le vieil appartement avec ses murs fins et ses recoins remplis de souvenirs douloureux. Ce nouvel endroit était plus petit, mais plus lumineux. Il avait une cuisine où j'aimais vraiment cuisiner, juste pour moi. Une petite terrasse où je prenais mon café les samedis matins. J'avais aussi voyagé. Pas beaucoup, pas de manière extravagante, mais je suis allée dans des endroits que j'avais toujours voulu voir. La Bretagne en automne, les Alpes, un petit village côtier, en Normandie, où l'air sentait le sel et la liberté. J'ai pris un cours de poterie au centre social. J'ai découvert que j'adorais travailler avec mes mains, créer des choses qui n'avaient pas besoin d'être parfaites, juste à moi. Mes pièces étaient grossières, irrégulières, mais quand je les sortais du four et que je voyais ce que j'avais créé, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, de la fierté. Je me suis aussi jointe à un groupe de bénévoles dans un refuge pour femmes. Des femmes qui avaient fui des situations horribles, qui reconstruisaient leur vie à partir de zéro. Je leur enseignais des compétences de base en budgétisation, comment faire durer 1 euro, comment épargner même quand cela semblait impossible. L'une d'elles, Denise, m'a dit un jour « Vous comprenez? Pas comme les autres bénévoles qui n'ont jamais eu faim. Vous comprenez vraiment. » Et elle avait raison, je comprenais. De Julien et Sophie, je n'ai rien su pendant ces 18 mois. Au début, chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur sursautait. Mais finalement, le silence est devenu normal, presque réconfortant. J'avais créé le fonds d'études pour Léo comme prévu. 450 000 € qui l'attendraient à ses 18 ans. Personne ne pouvait y toucher, sauf lui. Le notaire m'avait assuré que c'était hermétique, juridiquement inattaquable. Le reste de l'argent, je l'ai investi sagement. Je vivais des intérêts et gardais le capital intact. Je n'étais pas riche, pas au sens où Julien et Sophie l'auraient pas trop voulu. Mais j'étais en sécurité. Et la sécurité, ai-je découvert, valait plus que n'importe quel luxe. Puis, un mardi après-midi, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Mon cercle social était devenu petit, mais authentique. Des amis du groupe de bénévoles, une voisine nommée Agnès, avec qui je prenais le thé le jeudi. J'ai ouvert la porte et j'ai eu le souffle coupé. Léo était là. Mais pas le Léo de 5 ans dont je me souvenais. Ce Léo était plus grand, plus mince, visiblement plus âgé. Il avait 11 ans maintenant. Ai-je réalisé avec un choc. 11 ans. Et j'avais manqué tout ce temps. À côté de lui se tenait une femme que je ne reconnaissais pas. Cheveux sombres, expression sérieuse, tenue professionnelle. « Madame Lefebvre ?» a demandé la femme. « Oui. Mon nom est Catherine Moreau. Je suis assistante sociale au service de l'aide à l'enfance. Pouvons-nous entrer ?» Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine mes propres mots. « Bien sûr, bien sûr. » Ils sont entrés. Léo me regardait avec ses grands yeux qui ressemblaient toujours à ceux de Julien enfant. Mais il y avait autre chose maintenant. Quelque chose qui ressemblait à de la méfiance, à de la peur. Nous nous sommes assis. Catherine Moreau a sorti un dossier de sa mallette. « Madame Lefebvre, je suis ici parce que Léo a besoin d'un endroit où rester temporairement. Je crois comprendre que vous êtes sa grand-mère paternelle. »« Temporairement ?» ai-je répété en regardant Léo. « Que s'est-il passé ?» Catherine a expiré lentement. Les parents de Léo font face à de sérieuses difficultés. Sophie a été arrêtée il y a 2 semaines pour conduite en état d'ivresse avec Léo dans la voiture. C'est sa 3e infraction. Julien fait l'objet d'une enquête pour fraude à son travail. La situation à la maison est devenue précaire pour l'enfant. Le monde a basculé. Fraude ? Des détails financiers que je ne peux pas discuter entièrement.
Mais cela implique un détournement de fonds de l'entreprise. Catherine a jeté un bref regard à Léo avant de continuer. Le fait est que Léo a besoin d'un foyer stable pendant que ses affaires se règlent. Nous avons examiné le dossier familial et vous êtes apparue comme la seule parente proche, sans antécédents problématiques. J'ai regardé mon petit-fils. Il était assis très droit, les mains jointes sur ses genoux. Je me suis demandé s'il comprenait ce qui se passait, s'il savait que son monde s'était effondré. « Léo », ai-je dit doucement, « comment vas-tu, mon trésor ?» Il a haussé les épaules sans me regarder. « Bien. » Mais il n'allait pas bien. Je pouvais le voir à la tension de ses petites épaules, à la façon dont il évitait mon regard. Catherine a continué. Ce serait un placement temporaire pendant que nous évaluons les options à long terme. Je comprends que plusieurs années se sont écoulées depuis votre dernière interaction avec Léo. 18 mois, ai-je dit. Sa mère et son père ont décidé qu'il valait mieux que je n'ai pas de contact avec lui. Puis-je vous demander pourquoi? J'ai eu un désaccord avec eux au sujet de l'argent. J'ai refusé de continuer à financer leur style de vie. Ils ont décidé de me punir en me retirant l'accès à mon petit-fils. Catherine a écrit quelque chose dans son carnet. Je vois. Seriez-vous prête à accueillir Léo pendant que nous travaillons sur ce dossier? J'ai regardé cet enfant que je connaissais à peine, qui avait été utilisé comme une arme contre moi, qui avait probablement entendu des choses terribles à mon sujet au cours des 18 derniers mois. Et pourtant, quand je l'ai regardé, je n'ai pas vu Julien, je n'ai pas vu Sophie. J'ai vu un enfant effrayé qui avait besoin de quelqu'un, n'importe qui. Oui, ai-je dit. Bien sûr que oui. Les premiers jours furent difficiles. Léo ne parlait presque pas. Il mangeait peu. Il passait des heures dans la chambre d'amis que j'avais rapidement transformée en son espace. Je l'entendais pleurer la nuit. Mais quand je frappais à sa porte, il me disait que tout allait bien. Je ne l'ai pas pressé. J'étais juste là. Je lui préparais ses plats préférés, ou du moins ce que je me souvenais qu'il aimait. Je laissais la porte de ma chambre ouverte au cas où il aurait besoin de moi. Je lui ai montré le parc près de l'appartement, la bibliothèque, le centre social. Un soir, 2 semaines après son arrivée, il est entré dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. « Mamie ?» Je me suis retournée. « Dis-moi, mon trésor. Maman a dit que tu ne nous aimais pas, que tu étais méchante et égoïste. » Les mots m'ont transpercée, mais j'ai gardé ma voix calme. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Il a haussé les épaules, regardant le sol. « Je ne sais pas. Papa a dit que tu avais beaucoup d'argent, mais que tu ne voulais pas le partager avec nous. » J'ai pris une profonde inspiration. « Léo, viens t'asseoir. » Il s'est assis à la table de la cuisine. Je me suis assise en face de lui. « Je vais te dire la vérité, et ce sera à toi de décider quoi croire. Tes parents et moi avons eu des désaccords sur la façon de gérer l'argent. Je leur ai donné beaucoup d'argent pendant de nombreuses années, mais ce n'était jamais assez. Quand j'ai refusé d'en donner plus, ils se sont fâchés contre moi. Ils m'ont dit que je ne pourrais plus te voir. Pourquoi tu ne leur as pas donné plus d'argent? Parce que l'argent ne résout pas tous les problèmes, Léo. Et parfois, quand on continue de donner de l'argent à quelqu'un, on ne fait que l'aider à continuer de prendre de mauvaises décisions. Il a réfléchi à cela en silence. Papa et maman ont pris de mauvaises décisions? J'ai hésité, choisissant mes mots avec soin. Je pense que tes parents font face aux conséquences de certains choix qu'ils ont faits. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. S'ils m'aimaient, je ne serais pas ici. La déclaration si simple et dévastatrice m'a brisé le cœur. Léo, le fait que tu sois ici n'a rien à voir avec combien ils t'aiment. Parfois, les adultes se retrouvent dans des situations qui les dépassent. Mais moi, je t'aime, et je vais m'occuper de toi tant que tu seras ici. Pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Vraiment? Vraiment. Cette nuit-là, Léo a mangé une assiette complète pour la première fois depuis son arrivée. Les mois ont passé. Léo a commencé à s'ouvrir. Il me parlait de l'école, de ses amis, des choses qu'il aimait. J'ai découvert qu'il adorait lire, surtout les livres de fantasy, qu'il aimait les dinosaures, qu'il avait un sens de l'humour pince sans rire qui me faisait rire. J'ai aussi découvert qu'il y avait des choses que Julien et Sophie ne lui avaient jamais apprises.
Il ne savait rien cuisiner. Il ne savait pas comment laver ses vêtements. Il ne savait pas comment gérer son argent de poche. Alors je lui ai appris. Non pas comme une obligation, mais comme un partage. Nous cuisinions ensemble le dimanche. Il choisissait les recettes et je lui montrais comment les suivre. Je lui ai donné un peu d'argent de poche et je lui ai appris à le diviser. Une partie pour dépenser, une partie pour épargner, une partie pour partager. Un après-midi, Catherine Moreau est venue pour l'une de ses visites régulières. Elle venait chaque mois pour vérifier comment les choses se passaient. « Léo a l'air beaucoup mieux », a-t-elle observé, le regardant jouer dans le parc depuis ma fenêtre. Plus heureux, en meilleure santé. Il commence à guérir, ai-je dit. J'ai des nouvelles. Catherine s'est tournée vers moi. Les charges contre Sophie vont être jugées. Julien a accepté une négociation de peine pour la fraude. Il va purger 2 ans de prison, puis 5 ans de sursis, avec mise à l'épreuve. 2 ans. Mon fils allait en prison. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la tristesse, de la colère, mais je ne ressentais qu'un vide étrange. « Et Léo ?» ai-je demandé. « Cela dépend de vous. » Catherine m'a regardé fermement. « Si vous êtes disposé, nous pouvons entamer la procédure pour la garde permanente. Sophie va perdre ses droits parentaux. Julien pourrait conserver des droits parentaux limités après avoir purgé sa peine. Mais c'est dans des années. Léo veut rester avec moi. Pourquoi ne pas lui demander ? Ce soir-là, après le dîner, Léo et moi nous sommes assis sur la terrasse. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Catherine m'a dit quelque chose aujourd'hui. Ai-je commencé ? Elle a dit que tu pourrais peut-être rester avec moi, en permanence, si tu le veux. Léo n'a rien dit pendant un long moment. Puis, doucement, « Tu veux que je reste ? » Oui, énormément. Mais maman et papa, ils iront bien, Léo. Et toi aussi. Mais tu as besoin d'un foyer stable, et je peux te le donner. Il a fixé le coucher du soleil. Mamie ? Oui. Pourquoi tu n'as pas abandonné ? Avec moi ? Quand papa et maman ne te laissaient pas me voir, pourquoi as-tu continué ? Je ne sais pas. À attendre ? Parce que tu as toujours été innocent dans tout ça. Parce que je t'aime. Et parce que je savais qu'un jour, peut-être, tu aurais la chance de connaître la vraie mamie, pas celle que tes parents décrivaient. Il a hoché la tête lentement. Je suis content d'être ici. J'ai tendu la main. Il l'a prise. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. 1 an plus tard, l'adoption était finalisée. Léo avait 12 ans et il était légalement à moi. Non pas parce que j'avais gagné quelque chose ou parce que Julien et Sophie avaient se perdu, mais parce qu'un enfant avait besoin d'un foyer et que j'en avais un à offrir. Julien m'a écrit une fois de prison. Une courte lettre disant qu'il était désolé de la tournure des événements. Il ne s'est pas excusé, pas vraiment, mais il a reconnu avoir commis des erreurs. Il demandait à pouvoir avoir un contact avec Léo à sa sortie. Je lui ai répondu. Je lui ai dit qu'à sa sortie, s'il était clean et sobre, et vraiment engagé à changer, il pourrait voir son fils sous surveillance. Mais que Léo passait en premier. Toujours. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Sophie a complètement disparu. J'ai entendu par des tiers qu'elle avait déménagé à l'autre bout du pays après sa sortie de prison. Elle n'a jamais essayé de contacter Léo. Et Léo s'est épanoui. Il avait de bonnes notes. Il s'est fait des amis. Il a commencé à parler de l'université, de ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Parfois, il avait encore des jours difficiles, des jours où ses parents lui manquaient ou où il était en colère contre la situation. Mais la plupart du temps, il était juste un enfant normal, élevé par sa grand-mère. Pour mon 64e anniversaire, Léo m'a fait un gâteau. Il était de travers, et le glaçage fondait d'un côté, mais il y avait une bougie, et il était écrit « Pour la meilleure mamie », en lettres de glaçage inégales. En soufflant la bougie, j'ai regardé l'enfant qui était entré dans ma vie pour les mauvaises raisons, mais qui était devenu la bonne raison pour tout. Julien et Sophie avaient essayé d'utiliser Léo comme une arme, mais au final, il a été mon salut. Pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que j'avais besoin de me souvenir que le véritable amour ne consiste pas
à donner jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Il s'agit de donner avec sagesse, de protéger sa propre lumière, tout en aidant les autres à trouver la leur. J'avais perdu mon fils, mais j'avais trouvé mon petit-fils. Et je m'étais retrouvée moi-même. Et ça, ai-je découvert, c'était suffisant.